Est-ce que le pouvoir d'Emmanuel Macron est menacé ce soir? La crise dure depuis 50 jours. Je rappelle ce compte terrible. Ça fait 50 jours qu'il n'y a pas de Premier ministre, gouvernement démissionnaire. Comme certains le disaient, vous le rappeliez, Émilie, dans la bouche notamment d'Éric Ciotti, de quelques autres. Est-ce que là, le pouvoir même du président de la République est menacé? Alors, Mélenchon, il faut lire M. Mélenchon là-dessus. Il est évidemment plus attendu, mais il y a aussi Gabriel Attal, il y a aussi Édouard Philippe, avec toutes sortes de nuances. Alors, la charge la plus dure, elle vient sans surprise Jean-Luc Mélenchon. Le président de la République, le grand mamamouchi, faiseur de Premier ministre, la lampe d'Aladin fait homme, et il poursuit que Macron nomme qui il veut ou bien qui il peut, mais en toute hypothèse, il a armé lui-même son siège éjectable. Ce thème, au-delà de Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il va prendre dans une partie, disons, de la classe politique et de l'opinion, selon vous? Ce terme, de quel terme parlez-vous? Cet argument, il faut rappeler l'affaiblissement du président de la République. C'est Jean-Luc Mélenchon. Oui. Vous êtes toujours avec nous. On les confondrait parfois. Jean-Luc Mélenchon, il faut rappeler, donc appelle à la destitution d'Emmanuel Macron. Il faut rappeler également, pour qui connaît un petit peu le fonctionnement parlementaire, que ça n'a strictement aucune chance d'aboutir. Il faudrait que les 2 tiers du Sénat et les 2 tiers de l'Assemblée se mettent d'accord. Bref, c'est impossible. Mais si vous voulez, on arrive sur une question, oui, il y a quand même une question démocratique. Il y a un sentiment de fin de règne, il y a un sentiment de président affaibli, isolé, encore une fois, qui ne tient que par son barrage qu'il a lui-même fabriqué, qui va finir par céder à un moment, parce que tous les électeurs du Rassemblement national, 11 millions, et tous les électeurs du Nouveau Front populaire, 7 millions, soit 18 millions, presque 20 millions de personnes commencent à dire ça sert à rien de voter, c'est toujours le même qui l'emporte à la fin, alors même qu'il est minoritaire. Moi maintenant, à ceux qui disent, qu'Emmanuel Macron devrait prendre la porte et démissionner, ou même qui voudrait le destituer, Emmanuel Macron peut agiter une clé devant cette porte, en disant attention, il y a l'article 16 aussi. Et là, c'est pas forcément très fantasque. Aujourd'hui, ça peut le paraître, mais la question du budget, de la crise du budget, si vous voulez, la crise du budget pourrait activer l'article 16, dans ce sens où, il y a 2 conditions qui sont remplies, nécessaires et suffisantes. Les pleins pouvoirs. Premièrement, vous voulez dire les pleins pouvoirs. Je parle des pleins pouvoirs pour un temps limité. Ça peut paraître fantasque aujourd'hui, mais si on agite trop la démission, face à ça, Emmanuel Macron pourrait dire, premièrement, condition 1, l'instabilité, les fonctions normales de la République ne sont plus à même d'aboutir. Donc, première condition. Et deuxièmement, les engagements vis-à-vis du budget, les engagements européens. L'impossibilité de ratifier, mais dans ces cas-là, d'appliquer les traités. Il y aurait un petit côté qui viennent me chercher, comme il disait. C'est totalement dans la logique d'Emmanuel Macron, dans la logique profonde d'Emmanuel Macron. Mais pardon, sans aller jusque-là, est-ce qu'il est affaibli jusque dans son propre camp? Émilie, il y a quand même certains signes de ça. C'est pas grave. Son propre camp lui tire dessus à couler démissionnaire, oui. Gabriel Attal qui a répondu à une interview dans Le Figaro ce soir, Guillaume Roquette, et qui dit, voici ce que l'on apprend en tout cas si on lit cet article, son cabinet admet une frustration à avoir ainsi été fauché par la dissolution. Lui aussi, c'est comme Blanquer. Ces gens ne parlent que Il y a de la rancœur. Est-ce qu'il y a ce parfum de rancœur qui monte de plus en plus, Madame la députée? Mais moi, je voudrais réagir à ce que vient de dire ma voisine. On ne fait que parler de personnes. Et moi, je pense qu'on se trompe en fait de questions. Aujourd'hui, et pas vous, mais en général, la classe politique, toutes les questions qu'on se pose, c'est qui? Quel sera l'homme providentiel? Et on dit l'homme. On vient de parler des retraites. Ça, c'est votre Premier ministre. Ça, c'est votre Premier ministre. Mais il parle de lui, en l'occurrence. Et les autres parlent d'eux. Et on parle. Non, je lui en veux pas, mais je suis en train de vous dire qu'à mon avis, on ne devrait pas parler des personnes. On est dans une configuration qui est inédite au sein de notre 5e République. On a vu que l'Assemblée était très fragmentée, on a tous fait nos calculs, on a utilisé les petits simulateurs du Figaro, du Monde, etc. Aujourd'hui, il faut parler de ce qui va nous mettre ensemble. Et la seule chose qui peut nous mettre ensemble, c'est de dire, il y a tel sujet, le logement, c'est prioritaire pour les Français, l'éducation, la refonte de nos services publics, etc. Comment on réconcilie des partis qui sont irréconciliables, des parlementaires. C'est pas pour ça, mais vous savez, c'était son projet, parce que c'était son projet. Peut-être que c'était son projet. Aujourd'hui, il est bon ton de taper sur le en même temps, parce que finalement, on se dit c'est la fin de tout cela. Mais on n'a pas de choix, on ne peut pas faire de dissolution avant un an. On comprend très bien. D'ailleurs, on a parlé longuement des retraites pour dire qu'on parle aussi du fond, mais quand on voit ici le fait, il faut relire peut-être affichons vraiment sa déclaration. Il parle de frustration. Que le Premier ministre sortant parle de frustration fauchée par la dissolution. Il a été de fait. C'est pas innocent. Le pauvre. Il faut penser à tous les candidats qui n'ont pas été reconduits de la majorité, de l'ex-majorité présidentielle, qui n'en était même pas une d'ailleurs. Mais vous vous rendez compte que ces gens-là parlent d'eux. Elle a parfaitement raison, Madame le députée. Mais Emmanuel Macron fait tout pour qu'on ne parle que de lui aussi. Et au bord, pour remettre l'église au milieu du village. Je veux dire, Gabriel Attal est certainement quelqu'un de très brillant. Mais là, il ne parle que de lui. Comme Édouard Philippe
ne parlent que lui. Comme Blanquer vient de faire un livre où il dit « J'étais le gladiateur, il m'a sacrifié ». Mais qui sont ces gens qui pensent que ça n'intéresse les Français ? Si vous aviez été Première ministre... Est-ce que j'aurais dit moi qui suis la gladiatrice, vous voulez dire ? Si vous aviez été Premier ministre, si les scènes rapportées sont exactes, je ne sais pas si c'est vous l'homme le mieux informé de France, si effectivement il a été appelé tardivement dans le jardin de Matignon pour lui dire au fait il est vexé, c'est ça. C'est pas évidemment. Juste, il est vexé, donc il fait un petit avant. Mais non, parce qu'il est c'est pas très con ça. Juste là-dessus. Est-ce que vous trouvez normal que, dans une circonstance comme celle-là, aussi grave, c'est une décision gravissime, la dissolution dans ces circonstances-là, que le Premier ministre, en gros, dans ce qui compte autour dans l'exécutif, était en gros le dernier informé. Non, mais bien sûr. Informé et pas consulté. Mais ni le patron du Sénat, tout ça c'est ahurissant. Mais par contre, que le Premier ministre démissionnaire aille après se plaindre en disant c'est pas gentil, on s'en fiche. Mais est-ce que la facture de ça, pardon, qu'on s'en fiche ou pas, est-ce que là on est au moment de la facture de tout ça, c'est-à-dire que même à l'intérieur de son propre camp, le président de la République est plus fragile qu'il ne l'était. C'est ce que je vous dis, il y avait une promesse en 2017 qui a été un peu effritée en 2022 parce qu'il n'est pas élu pour son projet cette fois-ci, mais contre le projet de Marine Le Pen, et qu'aujourd'hui, dans le camp d'Emmanuel Macron, ce n'est pas simplement de la frustration ou de la rancœur, c'est pas pour leur petite personne, c'est aussi parce que le projet auquel ils croyaient, ce sont des gens qui croyaient à ce projet-là, se disent, mais en fait, c'est pas vraiment ce qui est en train de se passer, c'est même complètement l'inverse. Les clivages, etc., la synthèse, on ne sait pas où elle est. Et puis ensuite, ce sont des personnes qui, aujourd'hui, courent après les décisions. Il fait cavalier seul, Emmanuel Macron. Ce sont des gens qui courent après ces décisions en essayant de justifier derrière. Oui, non, mais c'est normal de faire ça, oui, parce qu'il fallait faire ça. Mais c'est pas eux qui décident, en réalité, c'est Emmanuel Macron. Mais malgré tout, Guillaume Roquette, est-ce que c'est si anodin que ça, Gabriel Attal, qui utilise ces mots forts de frustration d'avoir été fauché par la dissolution? En même temps, Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, qui annonce sa candidature pour la prochaine élection présidentielle, et même d'ailleurs si elle est même plus tôt que 2027, est-ce que là, c'est pas un peu une mise à mort d'Emmanuel Macron? En tout cas, c'est une vraie remise en question, et d'ailleurs, vous employez le mot de mise à mort. Je vous rappelle les propos d'Édouard Philippe devant, je crois, notre confrère La Route-Turu. Il a dit... Emmanuel Macron a tué la majorité. Je crois qu'il y a chez ces hommes, chez Attal, chez Philippe, bien sûr une déception personnelle, enfin surtout chez Édouard Philippe, qui était Gabriel Attal, qui était Premier ministre et qui ne l'est plus. Mais il y a aussi, je crois, une grande colère politique. Devant la France est un pays extrêmement divisé et globalement, avec la majorité très relative de 2022, celle qui était sortie de l'élection législative de 2022, bon gré mal gré, Elisabeth Borne puis Gabriel Attal réussissaient à peu près à gouverner. Et donc, pour des gens qui ont cette culture de gouvernement, c'était un moindre mal. Et il ne fallait surtout pas renverser la table. Alors qu'Emmanuel Macron, lui, dit... Puisque les Français sont très divisés, il était normal de leur redonner la parole. Est-ce qu'ils vont tous prendre maintenant leur indépendance? Gabriel Attal, Gérald Darmanin, Édouard Philippe dont vous parliez, tous, est-ce qu'ils vont se dire Madame la députée, vous commencez à douter Madame la députée, est-ce que vous commencez à douter de votre propre camp? Est-ce que vous avez envie de rester dans ce navire qui coule? Moi, vous savez, comme vous me posez la question, je vais vous parler de moi. Moi, je suis rentrée dans ce mouvement il y a 2 ans. Donc, il y avait des gens qui y croyaient il y a 2 ans. Je suis de la société civile, avocate, parce que je crois justement à ce dépassement. Parce que être de gauche ou de droite en France, c'est pas la même chose qu'être de gauche ou de droite ailleurs, et qu'on peut placer le curseur différemment. Et en plus, parce que les partis dans notre pays se radicalisent pour pouvoir être entendus. Sur le lâchage d'un certain nombre de ces... Général, à 1 ou 2 exceptions près, comme François Bayrou, mais sinon tous les autres... Vous montrez les propos de Gabriel Attal dans le Figaro de demain, entre guillemets, mais en privé, ils sont, et lui et Édouard Philippe et d'autres sont bien pires que ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils disent? Non, mais ils disent... non, mais dans l'esprit. Dites-le. Dans l'esprit, il a fait une gigantesque connerie, et maintenant, il faut essayer de reconnaître les morceaux. Il y a un mot qui revient, avec un grand G, c'est le gâchis absolu, quoi. Non, je partage totalement ce que vous venez de dire, et on me dit beaucoup, ils gouvernent complètement aléatoirement, soit c'est des coups de génie très ponctuels, soit c'est des conneries, mais qui nous emmènent jusqu'à des situations... C'est comme ces gens n'existaient pas avant Macron, pardon. Non mais c'est ça qui est fascinant, c'est-à-dire que moi j'ai jamais été macroniste, mais de voir que tous les macronistes, aujourd'hui, qui n'existent que par la grâce de Macron, sont tous en train de le lâcher, mais ça donne pas envie de faire de la politique. Mais s'ils le défendaient, Isabelle, vous diriez qu'ils font de la langue de bois. Disons ce que dit Édouard Philippe. Et il lynche.
Lisons ce que dit Édouard Philippe, parce qu'évidemment, il est dans l'ordre de ceux qui ont pris leur liberté, celui qui va le plus loin, quand il va jusqu'à dire, comme vous le disiez, Émilie, en cas de présidentielle anticipée. Sa réponse, elle est extrêmement forte. Où en êtes-vous? Voilà, vous êtes prêts, y compris en cas de présidentielle anticipée? Et là, il pourrait répondre poliment, mais la question ne se pose pas 2027. Non, il ne fait pas de langue de bois. Il dit, je vous le confirme. Quand on dit ça, ça veut dire vraiment, plus vite ce sera, mieux c'est. Oui, parce qu'effectivement, Édouard Philippe crédibilise lui-même ce scénario, alors même que dans le cadre d'une forme de loyauté vis-à-vis du président de la République, il pourrait l'écarter. Et il met ainsi en perspective ce qu'on pourrait appeler une grande alternance. C'est-à-dire, pas l'alternance à Matignon, mais l'alternance à l'Élysée. Alors même qu'il est l'homme qui a co-construit le macronisme, puisque c'est lui qui a été le premier des premiers ministres. Ça veut dire, que même les macronistes, parce qu'il y aura peut-être des macronistes dans la future coalition, seront d'une certaine manière de cohabitation, c'est-à-dire qu'ils seront plus libres par rapport au président. Ce que dit Édouard Philippe et ce que vient de dire Guillaume, je suis totalement d'accord, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence Sarkozy. C'est-à-dire qu'il est dans le gouvernement de Jacques Chirac, dont on sait qu'il ne se représentera pas, mais il sait que pour être élu, il faut qu'il présente ça, il l'a dit, comme une rupture. Édouard Philippe, il sait que s'il dit le macronisme, tout a réussi, c'est formidable, etc., je simplifie bien entendu, il n'a aucune chance d'être élu. Il n'a même aucune chance d'être au second tour. Donc il est obligé de prendre des distances qui vont être de plus en plus lourdes. Il les a déjà fait un moment. Et depuis la création d'Horizon, Édouard Philippe avait déjà pris ses distances. Il n'arrête pas de parler d'indépendance. Il ne parle quasiment que de ça en privé vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Et il y a un passif entre. Non, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais sur le fond, pour dire que c'est pas maintenant qu'il se désolidarise d'Emmanuel Macron. C'est classe. Il y a même un passif entre les deux hommes, même humain. Et Édouard Philippe ne comprend pas, si je comprends bien la relation entre les deux hommes, c'est quasiment de la haine que ressent Emmanuel Macron vis-à-vis d'Édouard Philippe. Et Édouard Philippe ne comprend pas cette situation. Mais à la fin, qui gagne? Est-ce qu'Emmanuel Macron peut perdre vraiment tout son pouvoir, mais une partie de son pouvoir? Juste pour reprendre ce que disait Isabelle sur les personnes, etc., il ne faut pas exagérer non plus. Parce que moi, j'ai une autre idée des hommes politiques, y compris ceux-là. Lui, depuis le début, depuis le jour où Macron a décidé de réunir le Congrès et de faire un discours devant le Congrès à la veille, pas 2 jours avant, J-1, à la veille du discours de politique générale d'Édouard Philippe, il s'est dit, il venait d'être nommé, alors il n'a pas fait de clash, mais je sais ce qu'il a pensé, et il a beaucoup toussé, c'est le moins qu'on puisse dire, et ils ont un désaccord majeur, qui n'est pas un problème de personne, qui est un désaccord, c'est que Édouard Philippe considère que le président préside et que le gouvernement gouverne. Or, Macron, il est plutôt sur la ligne, depuis le quinquennat, il n'est pas d'ailleurs le seul, qui est la ligne, le président préside et gouverne. Mais alors, c'est un désaccord, là, pour vraiment intéressant. C'est pas un désaccord de personne, c'est un désaccord de fond. Toujours, mais sur la fragilité d'Emmanuel Macron et de Edwige Diaz, puisqu'il a l'air d'écouter le Rassemblement national, vous aviez demandé la dissolution. Il l'a choisi. Vous demandez sa démission. Est-ce que pour vous, il est proche de le faire? Je le souhaite, mais pour répondre à votre question de tout à l'heure sur son affaiblissement, oui, je considère qu'Emmanuel Macron est affaibli de par son impopularité au sein des Français, mais aussi il est affaibli par les gens de son camp. Et je vais quand même vous citer 3 de ses premiers ministres. Donc, Édouard Philippe, qui annonce sa candidature peut-être dans le cadre d'une démission, donc dans le cadre d'une présidentielle anticipée, c'est quand même symbolique. Gabriel Attal, donc actuellement quand même Premier ministre démissionnaire, qui a trouvé le moyen de se faire élire président du groupe macroniste à l'Assemblée nationale. Et puis on sent aussi monter une autre velléité. C'est pas scandaleux. C'est Madame Borne qui envisage peut-être de devenir secrétaire général de La République En Marche. Donc il y a quand même une véritable dépossession du pouvoir d'Emmanuel Macron au profit d'au moins 3 de ses anciens premiers ministres. Et je trouve que c'est quand même assez révélateur de la tension qui doit régner au sein de cette Macronie. On n'a pas le même fonctionnement que le Rassemblement national. On n'est pas dans une dynastie, le péniste dans Bardella, il n'est pas dans la extrêmement verticale. Non, mais je vous dis que ça n'a rien à voir. Chez vous,
en tout cas, c'est chez nous, c'est pas le bazar. Chez vous, il y a des casquettes nazies pour les candidats. Non, pardonnez-moi. Pardon. Il n'y a pas des casquettes nazies. Déjà, vous avez dit une bêtise. Pardon de dire que... Pardon de vous répondre et de vous dire que cette personne a été immédiatement exclue. Donc, s'il vous plaît, respectez les plus de 1000 candidats présentés par le Rassemblement national avant de jeter l'opprobre sur des braves gens qui se sont présentés pour faire de la démocratie. Il y a eu la prise d'otage. Sur 1000. Allez regarder ce qui s'est passé chez les autres partis et peut-être que vous viendrez... Je reviens très rapidement sur Emmanuel Macron, qui était notre sujet. Vis-à-vis de Gabriel Attal, vous avez raison. Gabriel Attal, donc président du groupe à l'Assemblée nationale, il y a un transfert, si vous voulez, de confiance des troupes macronistes qui étaient envers Emmanuel Macron, qui a été perçu comme un traître lorsqu'il dissout. Les macronistes se sont dit, on a été trahis, on a été lâchés dans la cambrousse, quasiment nus par Emmanuel Macron. Et Gabriel Attal vient, pendant la campagne législative, sauver, rassurer toutes ces troupes. Et il est perçu par son groupe comme effectivement celui qui a repris les rênes du parti, là où Emmanuel Macron avait complètement abandonné tout le monde. C'est comme ça qu'il a été perçu. Donc Gabriel Attal, oui, a regagné la confiance qu'Emmanuel Macron a perdue.